on y va, on se lance dans la bataille. Devenir démocrate, voilà, on ne naît pas démocrate, on le devient. Qu'est-ce que ça veut dire de s'initier à la démocratie? Quel philosophe pourrait nous aider à ça, hein? Est-ce qu'il y a des philosophes, bien sûr il y en a plein, qui ont pensé la démocratie en termes éducatifs, en termes d'apprentissage, en termes de mission de la démocratie elle-même, mais mission aussi de la philosophie. Voilà, est-ce que ça vous parle un peu, ce thème? On est aujourd'hui dans une vraie mutation démocratique avec les réseaux sociaux, avec salut Evalir, avec l'horizontalisation un peu des représentations du pouvoir. Le vertical en prend un coup, la démocratie représentative en prend un coup, les mécontentements sont dans la rue, on est vraiment dans quelque chose effectivement qui pourrait représenter un tout petit peu une crise, on va dire, de la démocratie. En France, en plus, la question de devenir démocrate, question qui est la nôtre, hein, pour ceux qui nous rejoignent, elle est d'autant plus intéressante qu'on a quand même l'idée de la République et l'idée d'une éducation républicaine. Et on peut, Peggy, au début du siècle dernier, Peggy annonçait déjà une dérépublicanisation de l'école. Et Peggy donc annonce ça, et quelque part on est aujourd'hui dans une relativisation complète de cette éducation républicaine, et ce que l'on veut aujourd'hui en 2021, c'est une éducation démocratique. Selon vous, est-ce qu'elle a lieu, cette éducation démocratique? Comment on devient démocrate? Qu'est-ce que c'est l'esprit démocratique? Comment on participe à une expérience démocratique? On a l'impression aujourd'hui que la démocratie est un peu ringardisée, que c'est une sorte de mot, en tout cas que les pays riches finalement la boudent beaucoup, et on a l'impression que parfois on a même une nostalgie, hein, je parle plutôt d'une frange un peu conservatrice, on a presque une nostalgie de l'éducation républicaine, hein, une sorte d'identitarisme républicain, c'est l'expression de Philippe Corcuff, que j'ai invité dans un philo live il y a quelques jours, qui montrait bien que l'identitarisme aussi se cache derrière le côté république, hein, et que c'est un vocabulaire religieux, transcendant, et quelque part, on comprend qu'on a un peu la nostalgie de ça, parce qu'au moins, il y a une sorte de dimension spirituelle dans la notion de république. On n'a pas du tout avec la notion de démocratie. On peut pas spiritualiser la démocratie. Anne, bonjour, les gens veulent débattre, mais ils ne veulent rien changer. Le manque de solidarité, c'est généralisé. Ouais, bah ça c'est non seulement Peggy, mais c'est aussi Alexis de Tocqueville, qui, vous connaissez, hein, l'auteur de la démocratie en Amérique, et qui avait peur de cette atomisation sociale-là. Tocqueville annonce d'ailleurs que finalement on va trop dépendre de l'État central, et au bout du compte on va totalement être des individus atomisés. Il faudrait que je vous lise un tout petit peu de Tocqueville, c'est super intéressant. Donc lui, il voyait très bien que l'individualisme pouvait conduire à terme à une atomisation de la société démocratique, et pouvait donc déboucher sur la création d'un État despotique. Devenir démocrate, on peut partir de là pour la réflexion, mes chers amis. On peut partir de l'idée que devenir démocrate, c'est refuser tout État despotique, c'est refuser la tyrannie, c'est refuser le pouvoir d'un seul. On pense à Louise Michel qui disait le pouvoir d'un seul, c'est le crime. Louise Michel, la communarde, qui était vraiment, qui a fini anarchiste d'ailleurs, c'est intéressant. Elle était toujours en bonne sympathie avec ses amis socialistes, mais lorsqu'elle revient de son exil en Nouvelle-Calédonie, et qu'elle est acclamée, hein, à Paris, je crois que c'est en 1880, eh bien voilà, elle est devenue anarchiste parce qu'elle a vu ce qu'on faisait dans l'univers de la colonisation, avec les Algériens qui étaient au bagne avec elle, avec les Kanaks, avec qui elle a fraternisé. Et donc, du coup, elle comprend que le pouvoir, c'est le crime absolu, le pouvoir, c'est le poison, c'est le démon, et donc il faut se débarrasser du pouvoir. Et la démocratie, pour elle, c'était ça. C'était d'abord lutter contre la tyrannie, lutter contre le pouvoir d'un seul. C'est intéressant. Donc, devenir démocrate, c'est d'abord comprendre, c'est une relation au pouvoir qu'il faudra interroger. Qu'est-ce qu'il faut qu'on ait comme valeur? Comment on doit se représenter le pouvoir politique en étant démocrate? C'est une question. Je vous cite Tocqueville. En vain changerez-vous ces mêmes citoyens que vous avez rendus si dépendants du pouvoir central de choisir de temps à autre les représentants de ce pouvoir, c'est-à-dire voter tous les 5 ans, hein, je vous résume. Cet usage si important, mais si court et si rare, de leur libre arbitre, n'empêchera pas qu'ils perdent peu à peu la faculté de penser, de sentir
et d'agir par eux-mêmes, et qu'ils ne tombent ainsi graduellement au-dessous du niveau de l'humanité. C'est puissant quand même ce qu'il raconte. La démocratie va avec l'humanisation, mais la démocratie risque d'amener finalement à un individualisme qui atomise la société et qui nous rend en dessous du niveau de l'humanité. Donc c'est presque un jeu dangereux, la démocratie. C'est bien joli de dire voilà, de temps en temps vous allez voter, tous les 5 ans vous allez voter, vous allez vous mobiliser, etc. Mais en fait c'est un jeu excessivement dangereux parce que vous devenez dépendant, votre libre arbitre, vous ne l'exercez que très rarement, c'est ça que dit Tocqueville, très rarement, et du coup vous perdez l'usage de votre libre arbitre. Au nom d'une liberté démocratique, vous risquez d'arriver dans un état, et ça Platon le dénonçait déjà. Platon, vous savez qu'il n'était pas du tout démocrate, et il voyait la démocratie comme quelque chose de l'ordre d'une dégradation du politique, Platon. Et c'est un peu cette idée-là aussi. C'est cette idée que si on donne le pouvoir au peuple, eh bien, on risque d'avoir le pouvoir qui devient encore plus totalitaire que si on était, par exemple, dans une monarchie constitutionnelle, pour prendre un peu les débats de la Révolution française. Pour en arriver à l'atomisation sociale que craignait Tocqueville, il y a eu le néolibéralisme, le libéralisme, le capitalisme, qui a utilisé la plateforme démocratique, je parle de plateforme comme on parle d'application, pour en faire quelque chose d'hyper individualiste, parce que consommateur contre consommateur. Il y a l'idée d'une destruction du citoyen et de la transformation, même de l'avilissement du citoyen en consommateur. Et ça, c'est une puissance éducative aussi, contre-éducative ou éducative. Et ça, il faut vraiment bien le comprendre. C'est-à-dire que c'est une puissance qui ne naît pas de 1985, c'est en amont. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la démocratie, le vrai danger, c'est une éducation qui consiste à mettre les individus dans une société de compétition, les uns en concurrence avec les autres. Donc la méritocratie qui était si belle à la Troisième République devient une sorte de compétition de tous contre tous ou de famille contre famille, dirait Castoriadis. Et du coup, en fait, on n'a pas du tout affaire à la démocratie. On a affaire à une compétition sous l'horizon du marché, tout simplement. On pourrait appeler ça une démocratie marchande ou une démocratie de marché. La démocratie de marché, je crois que c'est Gilles Châtelet. Vous connaissez peut-être cet auteur, un philosophe assez caustique, Gilles Châtelet. Son livre s'appelle « Vivre et penser comme des porcs ». Voilà, je crois que c'est les années 90. Et Gilles Châtelet parle de démocratie de marché. Dès qu'il met le mot démocratie, pour bien montrer qu'on n'est pas dans un système démocratique visant justement le collectif, visant les liens sociaux, renforçant les liens sociaux, il disait toujours démocratie de marché. Attention. Donc notre question aujourd'hui, c'est pas devenir démocrate de marché, parce que ça on sait le faire, c'est chacun contre chacun, et puis voilà, et puis aucune solidarité, aucune fraternité, etc., aucune égalité, etc. Donc ça c'est très important de voir déjà, et on avance déjà, ça fait même pas un quart d'heure qu'on a commencé, et déjà on a une distinction entre la démocratie véritable, on va dire, il faudra essayer de la définir, et puis la démocratie de marché, c'est-à-dire en fait une pseudo-démocratie qui est en fait une majoritocratie, dialoguer, construire, Claude Siard, s'unir pour bâtir, c'est construire ensemble, c'est ça la démocratie. Voilà, exactement. Et là, Jimmy, on n'est pas dans la démocratie de marché. Pour que la démocratie fonctionne, dit Anne, il faut que les électeurs pensent aux autres et à ceux qui sont différents d'eux. Anne, la démocratie de marché ne donne le pouvoir qu'à ceux qui ont de l'argent. Exactement. Exactement. Et c'est une arnaque. Appeler ça démocratie, et l'État qui sert ça, c'est une arnaque. Je crois vraiment qu'on peut voir qu'il y a une dégradation de l'idéal, je dirais même pas républicain, démocratique en lui-même. Changer soi-même pour changer le monde, c'est une formule bouddhiste californienne qui consiste à abrutir les masses pour en faire des consommateurs. Il n'y a pas une meilleure formule. Change-toi toi-même, porte telle marque, just do it, sois toi-même, en compétition avec les autres, tu dois te changer. Bon. Je comprends bien que tu le dis pas comme ça, je déforme un peu peut-être ton propos et n'hésite pas à continuer de discuter, c'est le but de ce philo live. Mais méditons un peu cette formule, se changer soi-même pour changer le monde. Louise Michel, elle dit pas ça, pas du tout, pas du tout. Tous les révolutionnaires, tous les communards, personne ne dit ça. Personne ne va dans du développement personnel post-68 et dit qu'il faut travailler sur soi pour changer le monde. C'est un truc vraiment qui nous vient
qui nous vient d'ailleurs, quoi, et qui est pas du tout dans l'idéal français. C'est vraiment une formule. Alors pour le coup, moi qui suis pas du tout chauvin, vous savez, ni nationaliste, pour le coup, dans l'esprit français, ce truc-là, on le retrouve chez des philosophes complètement désengagés politiquement. En général, des moines ou des cathos, voilà, des spiritualistes. Et là, ils nous font le truc, en fait, se changer soi-même, c'est se connecter à Dieu. Hein. Et ils nous le font à l'envers comme ça. Hein, connecte-toi à Dieu et puis tout ira. Et pour moi, c'est pas du tout une réflexion démocratique. Hein. Et ça va de Pascal, change-toi toi-même, voilà, Dieu m'a donné la foi, jusqu'à Jacques Maritain et puis les néo-thomistes du milieu du XXe siècle. Hein. Se changer soi-même. Mais non, bah non, tu changeras pas le monde. Parce que changer le monde, c'est pas juste te changer toi-même, c'est changer le rapport aux autres et changer la société. J'ai l'impression que dans le change-toi toi-même pour changer le monde, il y a un renoncement, hein, presque, je dirais, une défaite programmée du lien social, en fait. Du lien social. Quelle pensée. Tu sais, mon enfant, plus tard, tu devras te changer toi-même. Mais non, t'es censé éduquer ton gosse, et quand t'éduques bien ton gosse, il a pas besoin de se changer lui-même. Donc déjà, c'est une faillite éducative. Change-toi toi-même, dire ça à des gamins de 40 ans. À 40 ans, tu dois te changer toi-même. C'est déjà complètement névrosé comme pensée. Donc j'insiste vraiment, c'est de l'antidémocratisme. Mais c'est une pensée dogmatique, parce qu'on se change toujours soi-même par rapport à un dogme. Il n'y a pas l'idée d'exploration, d'expérience démocratique que j'ouvrais au début, vous voyez. C'est toujours par rapport à un dogme. Hein, change-toi toi-même, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, et donc il faut que tu te réformes. Ça peut être une logique aussi sectaire puritaine, très américaine, hein, c'est une pensée extrêmement américaine. Hein, tu n'es pas assez ouvert sur la collectivité, tu es trop égoïste, change-toi toi-même. Mais là, on a ça dans toutes les séries américaines, ça ne parle que de ça. Hein. L'individu, il est méchant, et puis il faut qu'il se change de Un jour sans fin jusqu'au aux dernières séries, hein, même White Lotus, hein, on en parlait de mon Culture Future sur ma chaîne YouTube. Toutes les séries américaines, c'est un individu égoïste, enfermé dans ses contradictions, qui doit retrouver le sens de la communauté et donc se changer lui-même. Comment pourrait-on changer le monde extérieur sans s'intéresser au monde intérieur, dit Cabaret. Mais le monde intérieur, c'est du bullshit. Il faut comprendre ça. Le monde intérieur, il n'existe pas. C'est complètement délirant. Le monde intérieur, c'est le monde extérieur. C'est juste votre façon d'intégrer le monde extérieur. Si vous ne vivez rien, votre monde intérieur, vous finissez comme Robinson Crusoe, dépeint dans Michel Tournier dans Robinson ou les limbes du Pacifique. Il finit dans sa grotte, dans la gadoue comme un porc, à méditer sur le ciel bleu. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Le monde intérieur, c'est une grosse opinion de consommateur, et c'est déjà un formatage de consommateur que de croire qu'on a un monde intérieur super poisonnant ou à changer, etc. Le monde intérieur, je veux dire, votre monde intérieur, c'est l'éducation que vous avez reçue, la langue que vous parlez, l'école que vous avez suivie, les souvenirs que vous avez en interaction avec les autres, et la propagande, et la publicité, et l'actu qui se déverse dans vos oreilles et dans vos yeux. C'est ça votre monde intérieur. Ou alors vous méditez en tailleur et vous pensez à votre respiration. Super, wow, le monde intérieur, tu penses à ta circulation sanguine. Ou alors vous êtes super technologisé avec une Apple Watch et puis vous regardez le nombre de pas que vous faites et votre rythme cardiaque. Voilà. J'ai un pote qui disait ça et je l'aime beaucoup. Il disait, j'ai regardé un spectacle et à un moment, la montre a bipé parce que mon cœur s'accélérait. Et j'ai compris, c'est true story, hein, et j'ai compris que là j'avais une émotion. Alors il le disait en rigolant, hein, je fais un clin d'œil s'il me suit, hein, mais c'est fou, regardez un peu le truc, c'est-à-dire, putain, j'ai une émotion, la montre vibre, elle a analysé en plein spectacle de danse, elle a analysé la montre que mon rythme cardiaque accélère et j'ai compris que là c'était le moment le plus émouvant pour moi. Vous voyez, c'est ça le monde intérieur. À un moment, faut arrêter, quoi. Peut-être que devenir démocrate, c'est en terminer avec ce monde intérieur. C'est-à-dire, si vous êtes heureux, imaginez une journée où vous êtes heureux, en lien avec les gens, vous décidez de l'avenir de votre quartier, vous décidez de l'éducation vraiment, vous décidez, ce que personne ne fait aujourd'hui, hein, de l'éducation en termes d'école. Quelle école je veux pour mes enfants? Vous êtes impliqué, vous êtes écouté, vous êtes dans le débat politique, mais votre monde intérieur, vous en avez rien à faire. Mai 68, aujourd'hui, les marchands, la démocratie marché veut en montrer une image de psychodrame national, mai 68 français. Pas du tout ça. Ils n'ont pas parlé de leur monde intérieur en mai 68. Il n'y a aucun tract qui parle du monde intérieur. Tout ça, c'est la récup après pour effacer les souvenirs politiques de mai 68. Pas une seule fois. Et d'ailleurs, Edgar Morin le dit très bien. Dans un interview, Edgar Morin dit, en 68, ce qui est incroyable, c'est que les hôpitaux se sont vidés, alors bien sûr qu'ils se sont remplis de matraqués, mais il y avait plus de petits bobos. La bobologie du quotidien, je me sens pas aimé, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, tout ça a disparu parce qu'il y avait l'effervescence de vouloir changer le monde extérieur.
Et quand vous êtes sur des barricades ou quand vous êtes à refaire à la Sorbonne, à refaire le monde, dans la rue, avec des ouvriers, avec le peuple rassemblé, votre monde intérieur, vous n'en avez rien à faire. Hein, rien à faire, profondément. Il n'existe plus. Le monde intérieur s'invite comme une sorte d'obsession quand la vie politique n'est plus possible et quand la démocratie est à l'arrêt. Alors là, oui, tout le monde patauge dans son moi, ses névroses et compagnie. Le monde intérieur n'est pas séparé du monde extérieur. Écoutez, il n'y a pas de monde intérieur. On vous a menti. Voilà. La psychanalyse, tout ça vous a menti. Il n'y a pas de monde intérieur. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a que du monde extérieur qui s'invite dans votre conscience et qui cherche à rentrer dans votre mémoire profonde. Vous n'avez pas de monde intérieur. Vous êtes totalement dans le monde extérieur. Votre pensée, même quand vous respirez sur votre propre souffle, ça reste du monde extérieur parce que si vous avez tel rythme cardiaque, ça dépend du contexte, de la journée que vous avez passée, de l'état dans lequel la société vous a mis. Il n'y a pas de monde intérieur. C'est un mythe religieux, voilà, de moines dans une ascèse qui s'imaginent. Mais attention, même les moines dans une ascèse qui sont coupés du monde sont connectés à Dieu. Donc même eux, ils ont un monde extérieur. Et quelle extériorité? La transcendance absolue, l'extériorité absolue. Donc même si on peut dire qu'on a Dieu en nous-mêmes, etc. Donc même le moine reclus, il est toujours avec une connexion transcendante. Il n'y a pas de monde intérieur. C'est peut-être ça la maladie de la démocratie. C'est qu'on a tellement boosté l'ego narcissique des consommateurs qu'ils s'imaginent avoir un monde intérieur. Et donc l'idéologie sportive vient là. Et les sportifs rabâchent la religion aujourd'hui, qui consiste à dire il y a un monde intérieur, fallait que je sois concentré. Enfin, ils disent toujours la même chose. Il n'y a pas plus idiot qu'un discours de sportif. J'ai jamais vu un sportif m'épater dans son discours. C'est toujours le même bullshit. J'ai dû faire le point, me concentrer, croire en moi. Voilà, bon, ok, on a compris, vas-y, dégage. On a compris ta leçon. Les sportifs d'il y a 20 ans disaient la même chose. Tu n'apportes rien au débat. T'apportes rien. Tu crétinises la démocratie, sportif. Tu crétinises la démocratie en nous parlant de ta préparation de bourrin à faire 8 heures de sport par jour pour une médaille en chocolat. On n'en a rien à faire. Il n'y a pas plus idiot qu'un discours sportif. Je dis pas un sportif, attention. Un discours sportif. Et aujourd'hui, c'est le discours sportif qui nous fait croire au monde intérieur, à la performance personnelle. Parce que monde intérieur égale performance personnelle. Oh, tu n'as pas assez confiance en toi, on doit te virer. Oh, on va te mettre un poste un peu, ah, tu mérites pas. Et c'est comme ça qu'on exclut les femmes. C'est grâce au monde intérieur. Le monde intérieur a été inventé pour exclure les femmes, qui sont soi-disant beaucoup plus dans des complications de monde intérieur et d'émotions. Ah, désolé, il faut qu'on soit vraiment dans une logique d'acier. Le monde intérieur n'existe pas, mes amis. Démontrez-moi qu'il existe comme étant coupé de la réalité, comme étant une sorte de sphère. C'est un truc de consommateur. C'est un truc de consommateur. Et c'est le symbole même de notre aliénation. Tout n'est qu'extérieur dans votre cerveau. Tout. De la langue que vous parlez à vos références et vos nœuds affectifs, c'est des nœuds interrelationnels. C'est de la démocratie, l'esprit. Notre esprit nous sommes complètement démocratiques jusque dans nos globules rouges, mes amis. Je regarde vos messages. Ah, j'avais besoin qu'on se réveille. Là, vous êtes réveillés, là, c'est bon? On a encore, allez, un quart d'heure. Vincent Cespedes, la culture de l'excellence ça fait des années que je me bats contre cette notion. Il y a aussi une chose de culte de mais exactement. Mais c'est sportif, hein. C'est le modèle sportif du consommateur qui doit bouffer tout le monde. On est sur Twitch. La plupart des joueurs passent leur temps à dézinguer les autres. Alors c'est super intéressant et vraiment ça va être génial et on va suivre mon ami, vous savez bien, Twitcher Aston Marty. Mais n'empêche que c'est quand même, je te tire dessus, je t'explose la tête. Donc on est encore dans le formatage antidémocratique de l'idée de la démocratie de marché. C'est la démocratie de marché, le sport de masse. Le jeu vidéo où je dézingue tout le monde, alors qu'il y a 1000 façons de jouer, on pourrait inventer 1000 façons de jouer. La doxa dans laquelle on baigne, c'est la démocratie de marché, citoyens atomisés, et tu ne peux pas, jusqu'à la télé-réalité, qui nous montre que le groupe n'est pas possible puisqu'on s'élimine les uns les autres en faisant semblant d'être des copains, et qu'au bout du compte, il n'y en a qu'un seul, comme un abruti en équilibre sur sa planche, qui va gagner le gros lot. Donc on est dans un formatage complet antidémocratique de la démocratie de marché. Je m'amuse avec de l'intelligence artificielle de haut vol à trouver le vrai visage de certains philosophes. Et là, vous avez le vrai visage de Montesquieu. Je vous invite à surfer sur Internet et à regarder le visage qu'on nous donne, hein, le fameux billet de 200 francs à l'époque, c'était Montesquieu tel qu'on le représentait selon des critères, etc. C'est quand même un mec qui a été maire de Bordeaux 2 fois et qui a eu des fonctions, voilà, et qui a été soldat aussi. C'est un immense philosophe que j'adore et c'est un des plus grands philosophes politiques de tous les temps, on peut le dire. Hein, Montesquieu, c'est pas besoin de faire cocorico pour savoir. Et là,
voilà, par l'intelligence artificielle, voilà la tête qu'il aurait. Alors évidemment, on n'est plus avec, encore une fois, on faisait ça d'ailleurs dans le premier roue libre où je vous ai présenté Olympe de Gouges comme ça. Là, je vous présente Montesquieu. C'est un mec, vous pouvez boire un pot avec lui. C'est un être humain. C'est pas une entité abstraite, c'est pas une divinité. C'est lui. Il s'appelle Montesquieu. Pour Montesquieu, la démocratie n'est pas qu'affaire de loi, c'est aussi affaire de mœurs. Il y a d'autres philosophes qui vont reprendre complètement cette idée. Il y a des philosophes d'ailleurs connectés à l'éducation. Vous avez John Dewey, l'américain, mais vous en avez plein. Et Louise Michel aussi était de cet acabit-là. Pour lui, la constitution d'une société, c'est pas quelque chose de mécanique. Les lois, c'est des rapports nécessaires qui dérivent de la nature et non de la volonté de ceux qui gouvernent, ce qu'il appelle les princes, non de la religion, non du destin. C'est presque un truc organique. Il y a des facteurs objectifs, le territoire, le climat, la religion, les mœurs, les maximes du gouvernement, qui vont définir un cadre spécifique à l'intérieur duquel s'exerce ensuite la volonté de tout à chacun. Et donc, tout va influer sur le gouvernement. La taille du territoire va influer sur la constitution politique. Par exemple, il va dire, Montesquieu, que si le territoire est étendu, le territoire à gouverner est étendu, on est plus enclin à avoir une constitution monarchique. S'il est plus petit et plus facilement acquis à la démocratie, du coup, on va pouvoir gouverner avec une démocratie active. Et vous savez que pour Montesquieu, il y a 3 formes d'État, hein, et chaque forme d'État obéit à un principe. Le principe, qu'est-ce que c'est pour Montesquieu? C'est le type de sentiment politique qui doit régner parmi la population pour que le pouvoir puisse s'exercer. C'est très important. C'est-à-dire qu'il y a du sentiment, il y a de la passion pour Montesquieu. Et ça, dans la philosophie française, on est en général entre la raison et la passion. C'est ça qui est très beau. Et même Descartes fait l'apologie même des passions. Il dit vraiment, si on n'a pas de passion, on n'a pas de bonheur sur cette terre. Donc, et ça, c'est très français. C'est très très français de devoir jongler entre la raison et la passion sans supprimer les passions. Je parle même pas de Charles Fourier et d'autres. Et je vous pose la question, la République se fonde sur quel principe? Quel est le sentiment politique, je vous pose la question, qui doit être partagé selon Montesquieu? Je lis en attendant vos réponses, hein, et trichez pas, hein, n'allez pas regarder sur Internet. Voilà. Pour en revenir à la pédagogie républicaine, elle est malheureusement fondée sur l'excellence et la compétition. Oui, mais c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas par démocratie de marché et valire, c'était vraiment pour sortir de toutes les conditions sociales les meilleurs éléments. Voilà. Après, il y a plein de dérives, et puis on a fait, notamment à cause de ça ou grâce à ça, des mathématiques, la matière d'excellence et la matière de sélection, parce qu'on jugeait que le fils d'ouvrier pouvait être bon en maths comme, il n'y a pas besoin de culture générale. Alors que si on fonde tout sur comme la philosophie ou sur le français, par exemple, il y aura des inégalités sociales entre les enfants, entre les élèves, en fonction de la situation familiale. Et c'est pour ça qu'on a survalorisé, c'est presque généreux au départ, hein, la survalorisation des mathématiques comme matière de sélection. Hein. C'est pour inclure le plus de monde. Aujourd'hui, on n'est plus du tout comme ça. Aujourd'hui, la compétition, elle passe par de l'école privée, par des classes spéciales avec du latin, machin, pour être dans les meilleurs. Et le but, c'est l'obsession d'être les meilleurs. J'ai été professeur pendant 5 ans de philosophie au lycée, et j'ai vu la névrose que ça crée chez les élèves. Une obsession de compétition, une peur du bac, parce que j'étais volontairement dans des lycées difficiles, et ils étaient effrayés par le bac, effrayés par la fac. Je devais me battre pour les envoyer à la fac. Pendant 5 ans, je me suis battu parce que pour eux, la fac, c'était pas pour eux. Ils avaient ils avaient incorporé l'idée qu'ils n'étaient pas faits pour poursuivre des études longtemps. Mes amis, c'est quoi le sentiment qu'on doit partager quand on est en République? J'attends la réponse. Quel est le principe qui doit régir la démocratie, la République, dit Montesquieu, mais non, ce n'est pas la justice. Merci d'avoir tenté. Sympa, Jimmy. Non. La monarchie, par exemple. La monarchie, pour Montesquieu, est fondée sur le principe de l'honneur. Et l'honneur, c'est quoi? C'est le respect que l'on doit à son rang. Voilà. J'ai un rang et je dois... voilà, donc le regard des autres, le jugement des autres par rapport à mon rang est très important pour que la monarchie fonctionne. Encore une fois, il dit que c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Lui-même était pour la limitation des constitutionnels des pouvoirs. Hein. C'est quand même, vous le savez très bien, Montesquieu, le gars que vous voyez là, c'est celui qui pense la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif, qui doit contrôler l'exécutif, le pouvoir exécutif, qui est doté d'un droit de veto contre le législatif, et puis le pouvoir judiciaire. La liberté est le droit de faire ce que les lois permettent. Citation de Montesquieu, la liberté politique consiste dans la sûreté
ou du moins dans l'opinion qu'on a de sa sûreté. Il faut se sentir en sûreté. C'est même si on ne l'est pas. Il faut vraiment que soit garantie la sûreté et puis de la modération. Donc ça, vous connaissez peut-être. De toute façon, je vous invite vraiment à lire Montesquieu. C'est absolument passionnant et très lisible encore aujourd'hui. Donc voilà, il faut aller dans les écoles. Le sacré, non, bah non, pas le sacré. Bah non, bah non. Là, t'es dans la théologie, t'es dans la théocratie. La théocratie, peut-être que c'est fondé sur le sacré, tout à fait. Il parle du despotisme, le pouvoir d'un seul, un seul gouverne sans loi. Et alors quel est le principe? Donc le sentiment politique qui doit être partagé par la population, c'est même pas le sacré. Hein. Pour le despotisme, c'est la crainte. Il faut que la population ait peur, tout simplement. Il faut qu'elle ait peur du tyran, elle ait peur du pouvoir, elle ait peur de Big Brother, etc. Donc là, on voit bien que le sentiment qui doit être partagé si vous voulez instaurer un despotisme qui fonctionne, c'est la crainte. Le sentiment partagé si vous voulez instaurer une monarchie qui fonctionne, c'est l'honneur, hein, le respect de son rang. Et le sentiment qu'il faudrait pour instaurer une république qui fonctionne, je vous attends sur Montesquieu, les amis. C'est bien, vous ne trichez pas, en tout cas, ça me fait plaisir. Vos erreurs. Ah bah oui, Eva Lire. La vertu, bien sûr. Vertu au sens fort, au sens politique du terme. Hein. La vertu, c'est le respect des lois pour Montesquieu. Donc je suis vertueux parce que je respecte les lois. Rappelez-vous, c'est sa définition de la liberté. Et c'est le dévouement du citoyen à la collectivité. Ça, on l'oublie un peu. C'est pas simplement le respect des lois. C'est, écoutez bien ça, le dévouement. C'est pas le consommateur qui va écraser les autres, qui va shooter les autres, qui va être plus fort que les autres. On n'est pas dans la compétition, on est dans le dévouement. Si je me dévoue à la collectivité. Et ça me semble mais vraiment très important. Si on veut devenir démocrate, il faut qu'on travaille ce dévouement à la collectivité. J'aime bien la notion de dévouement, ce qu'il appelle la vertu. Respecter les lois, bon ça c'est à peu près des éducations qui doivent mener à ça, sinon on peut pas vivre en société tout simplement, mais surtout le dévouement, c'est-à-dire que j'ai du plaisir à aider mes semblables. Cette notion de fraternité qui est au ponton là de nos mairies, voilà, et ben elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Elle vient de cette vertu-là. Et c'est cette vertu-là qui est mise à mal. Le dévouement, il n'existe plus. Parce que se dévouer, c'est gratuit. Se dévouer n'est pas quelque chose de quantifiable. Se dévouer, c'est donner un cours sans avoir de l'argent en retour. Quelqu'un de dévoué, c'est pas quelqu'un qui se sacrifie. C'est quelqu'un qui relativise son égoïsme, peut-être naturel, parce qu'il se dit, j'ai plus à y gagner. Donc on peut même être pragmatiste, hein, et on peut même être même cynique, hein, même dans le dévouement. On peut avoir une vision cynique du dévouement. Le dévouement, c'est dire, en fait, c'est plus rentable pour moi si je me dévoue aux autres. Aujourd'hui, le dévouement, c'est le déménagement. Quand vous faites un déménagement, vous dites à vos amis, ça va rien t'apporter, tu vas transpirer comme un bœuf voilà, en portant mon frigo, mais renforce notre lien. Bah, c'est dommage que ça soit que le déménagement, quoi. C'est dommage. Et le dévouement, est-ce qu'on n'a pas besoin de ça? Louise Michel, dans l'idée de devenir démocrate, on prend notre terminologie aujourd'hui, et ben en 1853, elle devient institutrice. Et en tant qu'institutrice, elle refuse de prêter serment à l'empereur Napoléon III. Vous imaginez déjà le courage de la nana. On est loin de la Commune, hein. On n'est pas en 1871, on est en 1853. Voilà. Et elle dit, moi je suis institutrice, mais je veux pas prêter serment, ce qui était obligatoire à l'empereur. Et donc elle enseigne dans des écoles qu'on appelait libres, c'est-à-dire sans lien avec le pouvoir. Elle enseigne d'abord en Haute-Marne et puis après à Paris à partir de 1856. Et alors elle met en place, donc pour ça c'est juste pour vous voyez le truc, hein. Quand je vous parlais dans le premier roue libre, quand je vous parlais des philosophes femmes, et que je vous disais qu'elles sont vraiment au niveau de la justice, elles sont au taquet, et ben là vous l'avez, hein, le taquet. Louise Michel, ça rigole pas, quoi. L'empereur, je prête pas serment. Donc Louise Michel, elle met en place, en tant qu'institutrice, donc c'est intéressant, révolutionnaire pour la démocratie et institutrice. Donc on va voir ce que ça donne, moi ça me passionne. Elle met en place une pédagogie qui s'inspire de quelques grands principes intéressants que je vous soumets. L'école d'abord doit être pour tous, donc ça c'est l'idée aussi de Condorcet. Voilà, Condorcet c'est un des premiers philosophes mâles à dire les petites filles doivent être à l'école, quoi. Il a plaidé vraiment pour l'éducation des filles. C'était un des premiers, c'était vraiment très avant-gardiste. Et Louise Michel, donc l'école pour tous, pas de différence entre les sexes, ce qui était révolutionnaire aussi à l'époque, et la nécessité d'une éducation à la sexualité, figurez-vous, c'est étonnant, hein. Elle disait, en fait, il faut pas laisser ça aux religieux, c'était ça l'idée, en fait, qui va diaboliser tout ça. Il faut que, sexualité au sens large, le rapport à l'autre, évidemment, il y a des sentiments à l'époque, on parle pas de pornographie, elle n'existe pas comme en tant que telle, la pornographie. Aujourd'hui, on a délégué cette éducation sexuelle à la pornographie. Pourquoi ?
Parce que ça rend consommateur, tout simplement. Vous comprenez bien. Les démocraties de marché ont besoin de la pornographie. La pornographie, c'est une façon de devenir complètement névrosé, notamment quand on est un garçon, pas petit garçon, pornographie, c'est autour de 11 ans. Je crois qu'un garçon sur deux a vu un film porno, voilà. Donc on laisse en pâture notre jeunesse sans aucun contre-feu. Bien sûr, si on est des parents, on essaie de trouver des contre-feux, mais il n'y a pas de vidéo là-dessus, il n'y a pas de tutoriel là-dessus. Moi, j'aimerais bien prendre le thème vraiment frontalement, parce que souvent, les abrutis qui vantent la démocratie de marché disent que ah bah non, t'es contre la pornographie, donc t'es puritain. Vous me connaissez un tout petit peu, je crois pas trop être dans la case puritaine. Et quand je combats la pornographie, c'est certainement pas au nom du puritanisme. Hein. Voilà, je crois qu'il y en a quelques-uns qui me suivent là. Mais par contre, je la combats. Et je la combats justement au nom... Mon combat est politique. La pornographie est un programme politique absolument désastreux. Je vous parle même pas de la condition des femmes et des femmes en situation de prostitution dans la pornographie, et des hommes aussi en situation de prostitution. Je vous parle même pas de ça. Je parle de l'endoctrinement que ça produit, et c'est une vraie catastrophe. Et donc c'est intéressant que Louise Michel, dans l'idée d'émancipation, le mot important, c'est que l'école doit émanciper pour qu'on devienne démocrate. Un démocrate, c'est quelqu'un qui est libre de ses choix, libre de choisir, libre de penser. Et donc l'école doit former le citoyen libre et pas le consommateur aliéné. C'est ça l'idée. Et la sexualité est un levier important. Pourquoi ? Tout simplement, on le sait bien, parce que c'est de la drogue, parce que c'est du plaisir, parce que c'est du lien à l'autre. Et donc si ça s'est faussé, à l'époque c'était pas la pornographie, c'était l'endoctrinement religieux, ce qui est à peu près la même chose, hein, c'est-à-dire un truc complètement qui déstructure le rapport au corps et le rapport sain au plaisir du corps, un truc qui vous rend névrosé. La pornographie est d'essence religieuse au sens d'essence disciplinaire, hein, on pourrait dire, en prenant ce mot aujourd'hui. Et donc l'idée c'était éducation à la sexualité, mais surtout ce qu'elle disait, c'est que l'enseignant doit apprendre en permanence et doit accroître son savoir. Vous savez que pendant la Commune, elle combat dans la garde nationale, elle se bat sur les barricades dans la semaine sanglante. Le 24 mai, sa mère, parce que c'est comme ça qu'elle s'est fait prendre, hein, elle s'est fait prendre parce qu'en fait, sa mère a été prise en otage par les Versaillais, et donc Louise Michel, pour l'amour de sa maman, se constitue prisonnière, et après jusqu'à son départ en Nouvelle-Calédonie, où elle a continué de philosopher. Hein. C'est une philosophe qui a philosophé sur la botanique en Nouvelle-Calédonie, sur le rapport à l'autre. Enfin, c'est extraordinaire. Elle se fait ethnologue avant l'heure, anthropologue avant l'heure. Et au bagne, elle reprend son travail d'institutrice auprès des Kanaks. Elle les approuve quand ils se révoltent contre la colonisation. Elle se prend de sympathie pour les Algériens déportés après leur révolte en 1871. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle va aller de ville en ville, voilà, porter la parole révolutionnaire, ce qui lui vaudra un séjour, d'ailleurs, plusieurs séjours en prison. Je trouvais que le but de l'éducation, c'est d'apprendre à désobéir, intelligemment. Et elle va carrément jusqu'à la tâche des instituteurs, ces obscurs soldats de la civilisation, est de donner au peuple les moyens intellectuels de se révolter. Oh là là. Alors ça, vous êtes sûr que la démocratie de marché, elle va vraiment... Pensez bien, éducation de démocratie de marché, et puis ce que dit Louise Michel. Elle dit aussi, on ne peut pas tuer l'idée à coups de canon, ni lui mettre les poussettes. Les poussettes, c'est les menottes. Hein. D'ailleurs, il y a un jeu de mots de notre ami Michel Serres quand il parle de petites poussettes. C'est aussi les menottes, les poussettes. Je suis ambitieuse pour l'humanité, déclare-t-elle aussi, Louise Michel. Moi, je voudrais que tout le monde fût artiste, assez poète pour que la vanité humaine disparue. La vanité humaine étant contre le dévouement envers autrui. Alors, on pourrait parler de plein de philosophes encore, hein, qui nous apprennent à être démocrates. On parle d'éducation, j'ai quand même envie de citer avec vous Célestin Freinet. Vous connaissez la méthode Freinet. Célestin Freinet, c'est vraiment un philosophe français. Il est philosophe, il est pédagogue, mais il est très philosophe. Et lui, pareil, il était dans cette lignée un peu de Louise Michel, dans cette lignée très intéressante qui consistait à dire que la démocratie, ça se passe dans l'éducation, et qu'il faut absolument préparer la démocratie de demain par la démocratie à l'école. C'est une phrase de Célestin Freinet. Préparer la démocratie de demain par la démocratie à l'école. Alors maintenant, rappelez-vous vos souvenirs d'école. Est-ce que l'école propose une plateforme de dévouement possible ? Zéro. Hein. C'est l'opposé du dévouement. Compétition, phobie scolaire, stress, etc. Voilà. Célestin Freinet, un régime autoritaire à l'école ne saurait être formateur de citoyens démocrates. Il se disait paysan, hein, profondément. Il disait le rapport à la nature, le rapport aux animaux, le rapport
au métier en fait est fondateur pour moi. D'ailleurs, il envoyait donc dans les années 30, l'apprentissage qu'il donnait à ses élèves était enraciné dans la vie paysanne. Les enfants pratiquaient la menuiserie, le jardinage, l'élevage, la maçonnerie, et c'est avec eux que Freinet construit pierre après pierre certains bâtiments de son école. Voilà. Et la classe devait se promener. Hein. Il y avait des classes où on se promenait, on observait les vaches, les moutons, le cordonnier qui travaillait, et au retour, on notait ce qu'on avait vu. On se relisait ensemble, les uns les autres, hein, encore une fois, dévouement, entraide, on se corrigeait, on imprimait ce qu'on avait écrit, on l'envoyait à des correspondants lointains. Ah, du coup, c'est amusant d'apprendre à écrire et à apprendre à lire, c'est beaucoup plus incarné. Et donc, les élèves apprenaient à lire et à écrire sans manuel scolaire, sans cours magistraux, grâce à des techniques simples. Et on est loin finalement du matériel pédagogique de Maria Montessori. Freinet s'intéressait à Maria Montessori, hein, il a rejoint son mouvement d'éducation nouvelle. Il voulait former des citoyens capables d'agir sur le monde. On était loin du monde intérieur. Le but de l'éducation était d'être capable d'agir sur le monde, et ça passait par développer son sens critique. Donc les élèves devaient développer leur sens critique, apprendre à travailler en groupe, à s'écouter, à s'organiser et à prendre des décisions démocratiques à l'école, prendre des décisions démocratiques. Et évidemment, ce qui était fondamental, c'était aussi le tâtonnement. Il fallait laisser. Alors c'est assez rousseauiste, hein, vous voyez bien. Il faut écouter très sérieusement la curiosité de l'élève et tout faire passer par cette curiosité-là. Donc tâtonnement expérimental. Ça c'est comme tous les grands pédagogues de son époque. Hein. La démarche évidemment de suivre la curiosité naturelle des élèves est beaucoup plus rentable, et ce tâtonnement est propre à chaque enfant en fonction de son propre développement et s'appuie sur ses réussites, sur les réussites de l'enfant. Il faut relever les enfants harcelés par les... en fait, le harcèlement, super intéressant ce que tu dis, Anne. Le harcèlement, en fait, c'est juste la démocratie de marché qui s'invite à l'école. Évidemment qu'on harcèle. Les pauvres sont harcelés. Être pauvre, c'est un harcèlement permanent de la société, à coups de lettres, de missives, de menaces, d'interdits bancaires, etc. À coups de médias qui vous montrent une image déplorable, qui vous psychiatrisent si vous n'êtes pas content, qui vous mettent du côté de l'extrême droite si vous n'êtes pas content, etc. On a 10 millions de pauvres en France, et c'est une vie de harcelé. Être pauvre, c'est être harcelé en permanence. Et bien, au bout du compte, le harcèlement scolaire reproduit même de façon éducative, met en place le système des démocraties de marché et de la société du palmarès. Et ceux qui sont en bas de l'échelle, ils sont harcelés. Ceux qui ne sont pas dans la norme, conformes. Mais il faut le penser en termes politiques, le harcèlement. Je suis toujours surpris quand on présente le harcèlement en termes psychologiques. On ne sort pas des problèmes par la psychologie, ça se saurait, mes amis. La psychologie ne règle aucun problème. La psychologie, elle est politique. S'il n'y a pas de monde intérieur, alors tout est politique, y compris ce que vous avez dans la tête et ce que vous faites avec vos camarades, c'est de la politique. Et l'école est une matrice politique. Voilà pourquoi Freinet ou John Dewey, il faut que je vous en parle un peu, on ne peut pas finir sans parler de lui. Je vous parle beaucoup de philosophes français parce que c'est mon dada, mais il va falloir que je vous parle un peu de ce grand philosophe américain. Il y a d'autres livres, mais je vous recommande, je ne sais pas si vous le voyez là. Voilà, un petit livre, voilà, Joël Zask, voilà, introduction à John Dewey, c'est tout fin, pour les vacances, c'est idéal, et c'est une très belle introduction, même si elle ne parle pas assez à mon goût de l'éducation, parce que c'est quelqu'un qui est éducateur. Lui, il est pour la démocratie radicale. Il se disait presque son étiquette, si vous voulez. Il a voyagé en Chine, il a voyagé en Asie, il a voyagé en URSS, il a été déçu du communisme. Et lui, il se disait pour un socialisme démocratique. Et franchement, votre serviteur, il se dit pas la même chose. Mon idéal, c'est un socialisme démocratique. Mais démocratique au sens très fort du terme, pas du tout démocratie de marché. Je crois qu'aujourd'hui, on a bien vu l'arnaque de ce qui se prétend démocratique et qu'en fait, qui est soumis à la loi du sport et à la loi de la compétition. Alors, John Dewey, je vous dis 2-3 mots quand même, que vous puissiez un peu camper le personnage. Il est mort à 92 ans, 1859, la date est importante. C'est où Darwin sort l'origine des espèces. Et Darwin aura une influence absolument géniale sur ce philosophe. Non pas le Darwin de la démocratie de marché, le darwinisme social, ce qu'on en a fait en fait, Spencer et même Clémence Royer, si on veut rester dans les philosophes français, qui crée presque l'idée du darwinisme social, même si l'expression vient d'un anarchiste français critique. Mais John Dewey, lui, il va utiliser l'idée que l'organisme et le milieu, évoluent ensemble. Donc c'est pas le darwinisme qui consiste à dire l'individu doit se formater au milieu, l'environnement, ce qu'on appelle l'environnement, ne change pas. Et en fait, les individus doivent être formatés
pour aller avec leur environnement. John Dewey, lui, dit que l'environnement change. Et il dira même un coquillage, j'ai pas la phrase exacte, même un coquillage transforme son environnement. Hein. Donc l'environnement et l'organisme, tout ça, c'est lié. Et c'est très important, ça veut dire que la société, elle évolue et que les individus, attention, pas dans leur monde intérieur, dans leur action, dans leurs expériences, dans leur tâtonnement, dans leur dévouement, peuvent transformer la société. C'est fondamental. Donc il n'y a pas le côté je médite sur moi et ensuite je changerai le monde. Hein. L'apprentissage pour lui est un processus social et démocratique. Donc c'est pour ça que ça nous intéresse dans l'idée de devenir démocrate. Je vous renvoie à des livres, hein. Il a beaucoup parlé d'éducation, de société. Vous avez L'école et la société en 1899, Démocratie et éducation en 1916, Human Nature and Conduct en 1922 et Public et ses problèmes en 1927. Celui qu'il faut lire à mon avis, c'est ce dernier-là, Le public et ses problèmes. C'est vachement intéressant. Alors donc lui a fait des expériences à Chicago, il était vraiment dans l'idée d'une pratique effective, c'était pas que du blabla. Le but est de préparer l'enfant à un avenir imprévisible. Et donc, il faut que l'apprentissage soit actif. Au lieu de le préparer à un mode passif, à un emploi précis, il faut véritablement faire des expériences éducatives. Il parle des habitudes, c'est un philosophe de la croissance et de l'habitude. C'est deux grands concepts chez lui. La croissance est permanente, il faut veiller à l'idée de la croissance. Il fait aussi l'éloge de la curiosité chère à Rousseau. Les enfants ont en eux-mêmes une capacité à apprendre. Il souligne la plasticité des enfants. Ils peuvent apprendre par leurs expériences et donc transformer ou changer le monde par leurs expériences, pas par leur monde intérieur. Et donc cette plasticité des enfants facilite le développement d'habitudes qui permettent aux apprenants de fonctionner correctement. Il faut apprendre à s'adapter et au bout du compte, il faut apprendre à apprendre. On rejoint l'idée d'une éducation des enseignants aussi permanente, chère à Louise Michel. Apprendre à apprendre. Devenir démocrate, est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas apprendre à apprendre en connexion avec les autres dans un débat permanent, Voilà. Et avec les réseaux sociaux, on voit bien que cette chose-là, elle est peut-être plus à portée de notre main que dans les années 90. Hein. La plupart des gens voient les habitudes comme quelque chose, une sorte de comportement routinier où on répète sans aucune réflexion les choses. Et Dewey, lui, il va exactement montrer, et ça rejoint mon concept de logobiote, Dewey va montrer que l'habitude, c'est aussi plastique. L'habitude, c'est des propensions à agir et cette action qui nous permet de nous impliquer dans le monde, d'apprendre du monde, de nous aider au monde au fur et à mesure de notre croissance. Et les habitudes sont donc des éléments essentiels dans sa conception éducative. Les habitudes sont des manières d'être, des manières d'agir, des sensibilités, des tempéraments qui nous permettent de vivre notre quotidien sereinement. Il est pragmatiste aussi, Dewey, faut pas l'oublier. Le but de la philosophie, c'est d'aider moralement, d'aider existentiellement, d'aider pratiquement. L'éducation est le problème majeur. Il va donc aujourd'hui, nous sommes avec une sorte de vision éducative. Regardez Blanquer. Regardez de la haine, regardez tous ceux il est entouré de cognitivistes, il est entouré de positivistes qui croient dur comme fer à la science scientifique éducative, et c'est un naufrage total. Et donc, on a quelque chose là de l'ordre d'une résistance, d'une néo-résistance, dans la mesure où le but, ce sera de créer des habitudes et de changer nos habitudes. Résister à la démocratie de marché, résister à la compétition de tous contre tous, c'est toujours nouveau. C'est toujours l'idée de transformer et de forger des habitudes. Encore faut-il qu'on puisse décréter ensemble les habitudes que l'on veut inculquer à nos enfants et les habitudes que nous devons nous-mêmes avoir pour nous-mêmes. Et ce serait un apprentissage du dévouement démocratique, de la philosophie en tant que telle, parce que évidemment, si on ne philosophe pas, le dévouement va être très compliqué. Plus il y a de l'associatif, plus on est en démocratie, plus il y a du collectif, plus on est en démocratie, plus il y a du débat d'idées, plus on est en démocratie. Voilà. Et ce que l'on voit, c'est une sorte de fausse démocratie, et je pense que la crise démocratique, elle est là. On voit bien qu'on est dans une démocratie de marché, que le président Emmanuel Macron incarne à la perfection, hein. Et donc dans cette démocratie de marché, il y a des premiers de cordée, il y a des derniers de cordée, et la cordée, elle est coupée. On n'est pas sur la même corde, elle est sacrifiée, voilà, c'est toujours les mêmes. 10 millions de pauvres, on peut plus parler d'une démocratie avec 10 millions de pauvres. Une démocratie un peu vieille comme la nôtre aurait dû éradiquer la pauvreté, ou en tout cas la minimiser, et avoir vraiment des mesures tout à fait opératoires pour que ces vies harcelées, esselées, complètement brisées d'avance
puisse être résorbée par un collectif et même un travail connectif. Il faut philosophiquement, c'est un combat philosophique, hein, il faut transformer, et peut-être que vous ferez partie de mon aventure sur Twitch, j'espère que la prochaine fois vous serez plus nombreux et vous serez au taquet des midis. Rappelez-vous le mot de Diderot, hâtons-nous de rendre la philosophie populaire. C'est tout mon combat, vous le savez, en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est tout le combat, je pense, de la démarche même de la philosophie. Philosopher en démocratie, c'est vouloir renforcer la démocratie. Sinon, on est un doctrinaire, je veux dire, voilà, la démocratie reste un magnifique idéal. La démocratie de marché, c'est la guerre sociale. Et nous sommes aujourd'hui dans un régime de guerre sociale. Hein, c'est-à-dire que on veut que le pauvre aille dans des écoles pour pauvres, pour que sur 5 générations, on puisse avoir du pauvre, qui est de la chair à marcher et de la chair sacrifiée, et puis le chômage de masse, etc. Donc voilà. Et l'école comme naturalisation des échecs. Ah, c'est pas de la faute au système, t'étais nul à l'école. Oui, mais l'école n'était pas faite pour toi. On pourrait aussi rétorquer, voilà, et n'était pas faite pour moi parce que voilà. Quelle école on donne aujourd'hui aux enfants? Ça, c'est encore un grand débat houleux qu'on va pouvoir aborder sur cette chaîne. Je suis très douéien et j'adore parce que lui, c'est l'expérience. Hein. Il a des phrases incroyables, John Dewey, et il disait bien qu'il s'accrochait aux expériences, que tout était expérimental. Il parle de son expérimentalisme. Hein. Il faut être expérimentaliste. Moi, je suis pour une démocratie expérimentaliste et ça commence à l'école. Voilà, il va falloir qu'on fasse une révolution éducative pour pouvoir vraiment arriver à une démocratie radicale, mes amis. Ça me semble absolument fondamental. Vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, très important que j'ai des abonnés actifs, et puis vous appuyez sur la cloche sur YouTube parce qu'on fait des lives régulièrement. Il y a eu un Culture Future, premier épisode d'une émission culturelle qu'on a lancée. Allez le regarder, c'est succulent, avec une fine équipe, c'était vraiment génial. Hugo, Sandra, Vidia, il y en aura d'autres. Donc ça, c'est vraiment super. Vous vous abonnez à ma chaîne. Vous pouvez devenir membre de ma chaîne YouTube. Hein, donc ça, c'est vraiment un soutien vraiment plus. Et ça me fait plus chaud au cœur. Et vous pouvez être présent pendant les lives. Mais surtout, je vous le dis, un vrai soutien, c'est de parler autour de vous de ce Twitch-là, de le partager sur vos réseaux sociaux. C'est extrêmement important pour augmenter, avoir un public plus varié, être plus nombreux tout simplement, et on pense mieux quand on est nombreux en cybermodernité, hein. Et donc il y a une démarche un peu militante que vous pouvez avoir, c'est de partager, d'ameuter vos amis et de partager ces lives sur les réseaux sociaux. Je compte sur vous, je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt.